Ils ont cru ce qu'on leur racontait, venant d'en haut, d'un ministre de la Santé, et ils ont injecté jusqu'à ce que l'aiguille chauffe. Il n'est probablement pas exagéré de dire que de nombreux médecins ont tellement gagné qu'ils ont pu s'offrir une voiture de sport coûteuse. Je ne veux pas vous traiter d'avidité. Vous avez suivi le mouvement, surtout car les médecins non participants étaient sévèrement sanctionnés. Il faut bien se rendre compte de cela. On vendait à l'extérieur une efficacité de 95%, alors qu'en réalité, c'était 0,8%. C'est vraiment incroyable. Maintenant, la mafia des vaccins veut gagner de l'argent, je comprends bien cela. Maintenant, il y a aussi d'autres voix qui parlent de réduction de la population et ainsi de suite. Le coronavirus a été une mauvaise expérience, car il y a eu moins de morts que prévu dans le monde, n'est-ce pas? Monsieur Sters, vous avez été toxicologue chez Pfizer pendant 7 ans. Les grands groupes pharmaceutiques développent des médicaments. Ils développent des marchés, ai-je lu récemment. Le patient chronique est-il en fait le véritable modèle économique? Oui, avant de répondre à cette question par oui ou par non, je voudrais brièvement montrer la raison pour laquelle nous sommes réunis, et c'est ce livre. J'ai écrit ce livre parce que, au début de l'année 2020, en lien avec la catastrophe du Covid, j'ai très vite remarqué que quelque chose se passait très mal ici, et j'ai alors essayé d'avertir des amis, des connaissances, et ainsi de suite. Car en 2021, de nombreux effets secondaires sont apparus, et par la suite, j'ai alors décidé d'écrire ce livre en 2023. Car ici, deux entreprises, Pfizer et BioNTech, ont fait avancer un produit à une vitesse fulgurante, sans aborder les questions de sécurité importantes. C'est le sujet dont je parle dans mon livre. Il n'y a pratiquement pas eu de test de toxicité exploitable sur les animaux. On est passé directement à l'humain et c'était vraiment un modèle commercial sacrément douteux. Encore une fois, sur la question de savoir si l'industrie pharmaceutique développe des marchés, je pense qu'il faut comprendre que les grands groupes pharmaceutiques doivent au moins réaliser un volume minimum, c'est-à-dire aussi des bénéfices minimums. Et il ne faut pas oublier qu'il s'agit aussi de la durée des brevets, car la durée d'un brevet est de 20 ans. Mais pas à partir du moment où le produit arrive sur le marché, mais à partir du moment où le brevet est déposé et jusqu'à ce qu'il arrive effectivement sur le marché. Cela ne peut pas durer des années, et c'est pourquoi les entreprises, les grandes entreprises, doivent être intéressées par un chiffre d'affaires à long terme et par des bénéfices à long terme. Et cela n'est possible que s'ils développent des marchés, et c'est aussi ce qui s'est passé dans le cas des vaccins contre le coronavirus. Ce raisonnement est très intéressant, j'y reviendrai plus tard dans la discussion. J'ai souvent entendu dire par le passé que de nombreuses maladies seraient guérissables s'il existait un marché approprié pour cela. En tant que toxicologue, vous avez aussi vu l'intérieur de tous les départements de développement. Pourquoi y a-t-il une telle résistance contre les traitements one-shot, c'est-à-dire des traitements qui guériraient la maladie? On pourrait par exemple aussi vendre ce traitement pour beaucoup d'argent. Oui, mais si c'est un traitement one-shot ou seulement quelques injections, cela signifie qu'après cette injection, il n'y a plus rien à gagner. Et si, en tant qu'entreprise pharmaceutique, on doit quand même garantir que ces substances ne sont pas seulement efficaces, mais aussi sûres, alors les coûts sont énormes par rapport à ce qu'on peut gagner. Et si nous revenons à ces vaccins contre le Covid, ici, il était initialement prévu de ne faire que 2 injections. Il s'est alors avéré très rapidement qu'il fallait continuer au moins 3 fois, voire tous les 4 mois, et que cela devenait en quelque sorte une thérapie permanente. Et alors, bien sûr, cela devient extrêmement rentable si cela dure des années. Et il y a toujours cette volonté de nous pousser vers ces injections contre le Covid et de nous faire vacciner. Ici, on voit donc très clairement que cette vaccination était vraiment orientée vers le développement d'un marché. Soyons concrets. Pfizer a réalisé en 2022 environ 37 milliards de dollars de chiffre d'affaires avec les vaccins et le Paxlovid, soit 100 millions par jour. Quel impact un tel flux d'argent a-t-il sur cette industrie? Il ne faut pas seulement voir cela du point de vue de l'industrie, car ici, l'industrie pharmaceutique est littéralement poussée par la bourse
comme avec un fouet. L'industrie pharmaceutique est amenée à... Elle succombe en quelque sorte à son propre succès, elle devient la victime de son propre succès et doit constamment continuer à livrer, sinon la bourse se fâche. Et tous ceux qui participent à ce business, et ils sont nombreux, ce n'est pas comme si Pfizer avait simplement encaissé des milliards ici. Tous ceux qui sont impliqués dans les vaccinations, directement ou indirectement, et qui gagnent de l'argent, cela va jusqu'à celui qui achète des actions Pfizer. Ce sont, en fin de compte, ce que j'appelle dans mon livre la mafia des vaccins. Et cette mafia des vaccins veille à ce que de nouveaux produits doivent constamment arriver et être développés. Et si cela peut se faire très rapidement, sans grand effort, comme avec ces vaccins, alors c'est encore mieux. Alors, il se passe un... Oui, il va... D'un point de vue éthique, tout cela est compromis lorsque des profits aussi importants sont réalisés. Et Pfizer a très très bien participé à cela, et la morale en a alors souffert. Car on aurait pu savoir dès le début que ces vaccins sont dangereux, et ceux qui ont mis en garde contre ce danger, ils ont été, selon le principe du management façon champignon, pratiquement réduits au silence. Ils ont été réduits au silence et mis à l'écart, de sorte qu'aucune critique n'a plus été exprimée. Et c'est vraiment regrettable, et cela va dans le sens d'une éthique diminuée. Oui, je trouve votre remarque sur l'éthique très intéressante. Quand les sociétés pharmaceutiques nagent ainsi dans cette euphorie financière, les politiciens participent aussi à tout ce grand mensonge. Je veux dire, toute la société a été corrompue d'une certaine manière. Donc, l'éthique, dans toute la discussion autour du coronavirus, je l'ai en fait perçue uniquement comme un concept marketing, un terme de marketing moral, mais ce n'était pas vraiment pertinent à cette époque. Je suis tout à fait de votre avis. Pendant la crise du coronavirus, l'éthique a complètement disparu. Et nous avons vu dès le début que les politiciens et les responsables des autorités ont piétiné l'éthique. Ils ont menti effrontément. Et même aujourd'hui, on continue d'affirmer que ces substances sont très sûres et très efficaces. Nous savons tous depuis des années que ce n'est absolument pas le cas. Et dans le domaine de l'éthique, bien sûr, les grands groupes pharmaceutiques sont fondamentalement engagés envers le système de santé, mais ils sont tout autant dévoués et redevables à la bourse et à leurs produits financiers. Il faut simplement maintenir l'équilibre. Et lorsque d'énormes profits viennent bouleverser cet équilibre, parce que ces entreprises et les organisations qui les soutiennent voient que cela fonctionne à merveille, alors j'ai bien peur que cet équilibre reste perturbé à l'avenir. Je vois ce danger beaucoup moins chez les petites entreprises, mais chez les très grands acteurs, il y a un risque que l'éthique et la conscience ne fonctionnent pas très bien. À l'époque, je travaillais dans une école. J'étais auparavant professeur de lycée et j'ai tout de suite pensé cela après seulement quelques heures. Ça semblait être ici une sorte de scénario convenu. D'abord, quand tous les dirigeants mondiaux lisaient plus ou moins le même script. Je me suis dit que ça devait être planifié depuis longtemps parce que d'une certaine manière, tout le monde avançait côte à côte. Et quand j'ai moi-même vu à l'école comment la directrice a démoli une collègue qui avait simplement posé des questions critiques, elle n'était d'aucun bord, elle a juste posé une question. Comment se fait-il que nous, en tant qu'enseignants, devions maintenant faire des cours en présentiel, des cours en ligne, et en plus, tenir toutes ces listes à côté? Vérifier qui est vacciné ou non et contrôler les tests PCR des élèves reste nécessaire. Et là, cette femme a été détruite devant tout le monde. Elle a été tellement malmenée qu'elle s'est vraiment retrouvée en larmes, allongée par terre. Par la directrice, que j'appréciais beaucoup jusqu'à présent, j'ai tout de suite compris. D'accord ? Ça ne vient pas vraiment d'elle, mais elle n'est en quelque sorte qu'une personne qui doit appliquer cette directive venue d'en haut, sans poser de questions. Peut-être que tu es là à penser « ceux d'en haut sont responsables. L'État va sûrement régler ça pour moi d'une manière ou d'une autre. » Mais la question décisive est « combien de temps veux-tu encore attendre pendant que d'autres décident à quoi ressemble ta vie ?
la vérité qui dérange, c'est que personne ne viendra te sauver. Et en 2026, tout va s'accélérer pour tout le monde. J'ai travaillé des années dans le système, comme enseignant, comme fonctionnaire, comme employé, et j'ai compris ce qu'il faut changer pour ne pas rester coincé dans le système. Ta chance réside ici, si tu es prêt à faire le ménage en toi et à comprendre pourquoi l'argent reste compliqué pour beaucoup, même s'ils font tout bien. Si tu veux reprendre le contrôle et dormir plus sereinement le soir, alors nous t'invitons. Samedi, le 7 mars, à 11h, Balthazar Becker et moi parlerons de la façon dont tu peux, étape par étape, passer de l'impuissance à la liberté financière. Et tout cela, non pas avec des promesses kamikazes rapides, mais avec clarté, structure et un chemin qui rend libre intérieurement et financièrement. Le webinaire est gratuit, le lien se trouve en bas dans la description. Si tu ne veux pas regarder 2026, alors prends une décision maintenant. Oui, c'est vraiment étonnant que même à ce niveau, ces ordres venus d'en haut aient été suivis sans hésitation, et il est étonnant que ces ordres aient dû être donnés tout court. Nous savons qu'une sorte de préparation militaire a eu lieu. En effet, du fait que ce virus provenait d'un laboratoire de gain de fonction, il est tout à fait clair qu'il s'agissait ici de fabrication d'armes. Et cette industrie de l'armement a également fourni en même temps l'antidote, à savoir les vaccins, et il est tout à fait clair qu'une telle synchronisation à l'échelle mondiale n'a pu avoir lieu que si cela avait été entraîné au préalable. Et le dernier entraînement a eu lieu en septembre 2019 avec ce qu'on a appelé l'Event 200. Là-bas, tous les grands responsables possibles de l'industrie, des médias, de la politique et du corps médical ont été réunis et une pandémie de coronavirus a été simulée. Trois mois plus tard, cette pandémie de coronavirus était là et on a pu mettre en pratique ce qui avait été exercé auparavant. Et l'armée a également joué un grand rôle car les contrats avec l'industrie pharmaceutique ont été signés et délivrés par l'armée américaine. Et il est très probable que l'armée n'ait pas pu produire ces vaccins à grande échelle comme cela était nécessaire pour la population mondiale. Ils n'ont pu fournir que ce qui était nécessaire au développement clinique et ensuite il a fallu changer de méthode. Et bien sûr, l'industrie pharmaceutique a réussi à le faire avec des moyens industriels à grande échelle. L'armée n'aurait pas pu accomplir cela. Donc ici, toute la population mondiale a été mise au pas, et en attisant la peur à ce point, il a été possible d'amener les gens à marcher au pas et à endurer ce qu'on avait prévu de leur faire. C'est certes presque incroyable avec le recul, mais c'est ainsi que cela s'est passé. Je trouve ça très bien que vous abordiez la question de la peur. En fait, j'ai moi-même été vacciné une fois. À l'époque, je me suis fait vacciner avec le vaccin BioNTech en 2021. Ma femme était enceinte de plusieurs mois. Nous avons tous les deux eu une infection assez sévère. Je crois qu'en 2021, la souche était encore relativement forte. Et puis, vers la fin de l'année, elle était donc enceinte de 8 mois. Et Simon, tu es justement dans une zone à haut risque. Tu as 200 interactions avec des élèves par jour. Tu ne veux pas envisager de te faire vacciner au cas où. Je n'ai pas envie de mettre au monde un enfant handicapé. Et en même temps, j'ai reçu des notifications push de mon médecin disant qu'il faudrait se faire vacciner, et ainsi de suite. Et donc j'ai suivi cette peur, je me suis fait vacciner une seule fois, mais je n'ai eu aucun effet secondaire du Covid ou quoi que ce soit de ce genre. J'ai eu, Dieu merci, probablement l'un des meilleurs vaccins BioNTech. Et quand j'ai mentionné cela lors de la dernière conversation avec le professeur Bhakti ou le docteur Niels, tout le monde a immédiatement réagi. Je ne me rendais pas compte qu'il y avait des positions aussi radicales dans toute cette histoire de Corona, de tous les côtés. Oui, il faudrait d'une certaine manière, on ne devrait pas avoir de contact avec toi, tu es contagieux. On parle du vaccine shedding, c'est-à-dire que je pourrais transmettre quelque chose aux autres à cause du vaccin. Et là, je me suis dit, oui, des erreurs ont été commises, oui, beaucoup d'argent a été gagné. Mais si on ne fait que remuer sans cesse le couteau dans la plaie, et je pense toujours que nos cœurs doivent battre plus fort que nos blessures, alors ça n'aide personne. Je pense que la peur a été un puissant facteur de division dans la société, même au sein des familles. Et ce qui a été fait là, pour moi,
Ça avait vraiment des allures sataniques. Là-dessus, je suis totalement d'accord. La peur a rendu cela possible, et nous savons aussi cela grâce à l'histoire. Dès qu'on en punit un pour en éduquer 100, ça fonctionne dans les dictatures. Et c'est pourquoi il n'est pas totalement absurde de dire qu'à cette époque, nous avions affaire à une mesure dictatoriale. Et nous devrions faire très attention à ce que cela ne puisse pas se reproduire. Nous devrions briser ce système. Et je suis très reconnaissant pour de telles interviews avec toi et d'autres collègues, car c'est seulement ainsi que nous pouvons atteindre un nombre relativement important de personnes et leur dire « tu n'as pas besoin d'avoir peur ». Et même pour le coronavirus, il n'aurait pas fallu avoir cette peur, car il était clair dès le début, et beaucoup de gens l'ont dit, y compris le professeur Bakhti, qu'il s'agissait avec cette pandémie de coronavirus d'une grippe améliorée. Et si on avait pu faire comprendre cela aux gens, alors beaucoup de personnes n'auraient probablement pas été prêtes à se faire vacciner. Mais il fallait absolument éviter cela, et ainsi, les gens ont littéralement été poussés vers la seringue par la panique qui a été propagée, la pandémie des non-vaccinés. Et j'ai vu une vidéo aux États-Unis où même le président Joe Biden disait « Vaccinez-vous, vaccinez-vous, vaccinez-vous ». Et cela passait sur toutes les chaînes de télévision. C'était martelé comme un mantra à coups de massue, si bien que personne n'osait s'y opposer. Personne n'est pas tout à fait exact, car tout de même 25% de la population ont pu résister à ces appels. Et beaucoup de gens, y compris de nombreux médecins, ont payé un prix très élevé pour leur résistance lorsqu'ils ont délivré des certificats de dispense de masques ou n'ont pas vacciné des personnes. Ils ont dû fermer en partie leur cabinet et il y a eu des perquisitions à domicile. Ils ont été littéralement détruits. Et cela ne doit tout simplement plus jamais arriver. Et c'est aussi pour cette raison que j'ai écrit mon livre. Et je prouve que les entreprises pharmaceutiques n'ont pas fait ce qui aurait dû être exigé pour garantir la sécurité de leurs produits. Donc, je vais ouvrir une parenthèse maintenant. Dans le cas d'une épidémie grave, comme par exemple Ebola, je suis tout à fait d'accord pour qu'on ne fasse pas d'expérience sur les animaux, car c'est une question vitale et il faut agir vite sur l'humain et tenter de réduire les décès. Et Ebola peut tuer entre 20 et 50% des personnes, qu'il faut empêcher cela en développant un produit qui soit efficace, même s'il a des effets secondaires. Mais pour une grippe, on ne peut pas dire « nous ne faisons pas de contrôle de sécurité ». Il s'agit de mettre le produit sur le marché le plus rapidement possible. Mais cela a déjà été clairement exprimé à Pâques 2020 par M. Gates à la télévision allemande. Nous faisons ici un développement très rapide avec moins de données, mais sans que la sécurité ne soit compromise. Et la même chose a ensuite été révélée dans les dossiers du RKI. Ils ont écrit « Nous développons très rapidement, mais les données pertinentes sur la sécurité ne seront collectées qu'après la commercialisation. » Cela signifie qu'ici, une expérience humaine a été menée en toute connaissance de cause, ce qui est interdit par le Code de Nuremberg. Malheureusement, beaucoup de gens, dans leur peur et leur dépression, n'ont pas voulu entendre cela. Les personnes qui parlaient, franchement, ont été qualifiées de complotistes, de porteurs de chapeaux en aluminium, d'ennemis de l'État, etc. On les a étiquetés ainsi. Le pape lui-même a aussi dit « Faites-vous vacciner, c'est un acte de paix et de christianisme ». Donc, sous ces impressions, beaucoup de gens n'ont même pas pu réfléchir. C'est vraiment très, très regrettable. J'ai eu la chair de poule quand vous avez mentionné le terme « expérience humaine ». C'était juste maintenant quand vous dites « tout le monde a participé à ce grand mensonge là-dehors ». Pour la guerre en Ukraine, c'est pareil. Toutes les autorités morales, autrefois fiables. Se faire vacciner ou livrer des armes, c'est aimer son prochain. On peut me dire ce qu'on veut, mais le pouvoir corrompt, c'est certain.
Et vraiment, ces dernières années, sur ma chaîne, j'ai peut-être fait 3 ou 4, au maximum 5 discussions sur tout le débat autour du corona en toutes ces années. Et j'ai aussi un peu perdu espoir à ce sujet. Je vois d'excellents scientifiques et activistes, mais cela ressemble à une rue à sens unique. Et je n'arrive vraiment pas à imaginer que Lauterbach soit un jour pris sur le fait, parce que le système, là dehors, ne punit pas ces personnes, il les récompense même. C'était l'un des plus grands porte-voix de l'industrie pharmaceutique. Qu'est-ce qu'il obtient après coup? Le poste de ministre de la Santé. Et c'est pareil pour beaucoup d'autres qui défendent un certain récit. Alors, comment pouvons-nous briser cette spirale? Donc, il faudrait essayer de briser ce système. Et cela va probablement déjà au-delà de personnes comme Lauterbach et Spahn, car ces personnes se sont exposées pendant des années et continuent de le faire aujourd'hui. Nous avons tout fait correctement, la vaccination était la bonne décision et nous referions exactement la même chose. Alors qu'on peut leur prouver qu'ils ont menti, et si je peux prouver à quelqu'un qu'il a menti et qu'il est responsable de très nombreux dommages causés par la vaccination et de morts, alors il devrait être possible, avec ces preuves que j'apporte aussi dans mon livre, de traduire une telle personne devant un juge et d'obtenir la possibilité d'une condamnation. Et ce n'est que la condition préalable pour que les millions de victimes de la vaccination, non seulement en Allemagne, il n'y a pas eu des millions, mais dans le monde, la vaccination a causé des millions de victimes et de morts. Que ces responsables soient condamnés, et ce n'est que s'ils sont condamnés que les victimes des vaccins pourront se battre devant les tribunaux pour que leurs préjudices soient indemnisés. C'est la condition préalable, et c'est pour cette raison que j'ai aussi écrit ce livre. Ce qui m'importe avant tout, ce sont les victimes des vaccins et le fait de briser le système. Cela sera difficile car j'ai déjà laissé entendre qu'il s'agit ici d'une mafia qui comprend de nombreuses structures et personnes internationales. Nous pourrons en reparler, mais la question est de savoir si nous obtiendrons de meilleurs soins médicaux en bouleversant tout cela. Le capitalisme a aussi permis à ce système pharmaceutique d'obtenir des succès fantastiques. Nous ne pouvons pas simplement tout jeter à la poubelle maintenant. Et comme je l'ai déjà dit, l'industrie est victime de son propre succès. Et ce succès alimente constamment la situation. Et l'État, les autorités, le corps médical participent aussi. Mais peut-être qu'il est possible de faire en sorte que ce sponsoring et ce lobbying soient réduits afin qu'une direction raisonnable soit prise. Pour moi, la bonne direction serait d'amener le médecin généraliste à prendre le temps de poser un vrai diagnostic, et seulement lorsqu'il est absolument nécessaire de prescrire des médicaments, et la médecine doit redevenir holistique. Mais le patient doit aussi participer, car la facilité de simplement avaler un comprimé le matin permet de continuer à avoir une alimentation totalement inadéquate, de ne pas faire d'exercice et de ne pas réussir à gérer son équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Alors on devient dépendant de l'industrie pharmaceutique et c'est ce système qu'il faudrait au moins essayer de remettre en question. On ne peut pas vraiment essayer d'engager des poursuites contre les entreprises pharmaceutiques. Cela ne mènera à rien. Mais chaque personne individuellement et nous tous devons contribuer à ce que nous ayons une politique de santé raisonnable et à sa mise en œuvre dans la pratique. Ce sont vraiment de très belles impulsions. Vous venez de parler du corps médical, revenons maintenant à mon cas. À l'époque, la gynécologue était totalement opposée au coronavirus et à la vaccination. Et puis, soudainement, c'était comme si elle avait reçu une directive de quelque part ou devait suivre une consigne. Elle a dit « À partir de maintenant, tu dois te faire vacciner. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité. S'il te plaît, viens au cabinet. C'est vraiment urgent. » Et c'était le cas chez beaucoup de médecins. Comment les médecins ont-ils été incités là-bas? Leur a-t-on aussi fait peur ou se sont-ils simplement adaptés? Ce sont des médecins très intelligents, mais la pensée critique semblait complètement absente là-bas. Oui, c'est quand même inimaginable qu'un groupe professionnel qui se forme pendant 10 ans dans le domaine de la santé et qui a ensuite de nombreuses années d'expérience
et mis de côté toutes ces préoccupations. Ils ont cru ce qu'on leur racontait d'en haut par un ministre de la Santé et ils ont injecté jusqu'à ce que l'aiguille chauffe. Et il n'est probablement pas exagéré de dire que beaucoup de médecins ont tellement gagné avec ça qu'ils ont pu s'offrir une voiture de sport coûteuse ou autre chose du genre. Et cette incitation a certainement été une raison pour laquelle les médecins ont fermé les yeux et les oreilles. Malheureusement, il faut dire que beaucoup de médecins, pas tous, mais beaucoup de médecins ont simplement cru ce qu'on leur disait, et bien qu'ils auraient pu savoir dès le début qu'il ne s'agissait pas d'une épidémie mortelle, ils auraient pu savoir que les nombreux cas de percée vaccinale avaient déjà montré, lors de l'étude clinique de Pfizer, que l'efficacité n'était justement pas de 95%. Ils ont une formation scientifique et n'ont pas posé de questions. Comment arrive-t-on à ces 95%? Il aurait fallu remettre en question ces 95% en demandant quel est l'intervalle de confiance et l'intervalle de confiance. Cela montre que cela va de moins 120 à 95. Cela signifie que l'efficacité réelle, l'efficacité absolue, est de 0,8% et non de 95%. Et cela, les médecins, qui sont pourtant vraiment formés en mathématiques et dans bien d'autres domaines, auraient pu le remettre en question et le savoir, mais ils ne l'ont pas fait. Je ne veux pas leur reprocher d'être tous stupides. Ils ont simplement suivi le mouvement, aussi parce que les médecins qui ne l'ont pas fait ont été sévèrement punis. Il faut bien se rendre compte de cela. On nous a vendu une efficacité de 95%, alors qu'en réalité, c'était 0,8%. C'est vraiment incroyable. Vous venez justement de mentionner Spahn, Lauterbach. Dans ce contexte, Ursula von der Leyen m'est aussi venue à l'esprit. La Commission européenne a conclu des contrats de vaccins avec Pfizer pour des milliards d'euros. Je ne connais pas le montant exact, mais il s'agissait de plusieurs milliards, certaines informations restant censurées. Elle a juste supprimé ou non divulgué la communication par SMS. Posons la question simplement. S'agit-il de corruption au sommet? Que se passe-t-il quand industrie pharmaceutique et politique sont si liées qu'elles échangent des SMS? Qui contrôle qui? Cette question est très facile à répondre. L'argent, le grand argent, contrôle la politique. Vous pensez peut-être que je vais faire un long discours, mais c'est justement le cœur du problème. La mafia des vaccins ne sponsorise et n'influence pas seulement l'industrie pharmaceutique, mais aussi les autorités, les gouvernements, le corps médical, les médias surtout. Les médias ont vraiment bien joué le jeu pendant cette crise, en nous martelant à quel point tout cela serait terrible si nous ne nous faisions pas vacciner. Donc de larges cercles ont été influencés ici, plus ou moins mis sous pression, et c'est ainsi qu'on peut expliquer que ces organisations ont réellement contrôlé la politique. Tous les SMS d'Ursula von der Leyen ont été effacés. Pensez-vous que cela la rend plus vulnérable au chantage? Par exemple, Donald Trump lui montre les SMS et dit « Ursula, ne te mets pas trop en avant, j'ai quelque chose contre toi ». Avec ça, tu serais échec et mat du jour au lendemain, persona non grata dans tous les journaux mondiaux. Je ne pense pas que ce jeu soit joué de cette façon. Trump n'est pas vraiment un saint, il est clairement du côté de l'industrie, et si l'industrie pharmaceutique subissait de gros dégâts, il ne serait probablement pas très content non plus. Trump est très ambivalent, il fait de très bonnes choses, et il fait probablement très peu de bonnes choses. Et Madame von der Leyen, avec ses SMS, elle a déjà joué le même jeu lorsqu'elle était ministre de la Défense. Les SMS étaient introuvables. Donc, elle est manifestement très rusée dans sa façon de procéder en essayant de ne laisser aucune trace. Et cela a été et continue d'être récompensé. Je ne sais pas quel poste elle obtiendra ensuite, peut-être chef de l'ONU ou de l'OMS. Elle est médecin, donc nous pouvons nous attendre à beaucoup de choses. Ici, on ne juge ni ne traite en fonction des compétences, mais il s'agit de ce principe de porte tournante. Je t'ouvre la porte et tu m'aides à obtenir le prochain poste. C'est malheureusement un jeu très triste.
Et je ne veux pas m'étendre davantage sur Madame von der Leyen, pas plus que sur d'autres personnes. Spahn ou Merkel, vous avez très bien joué à ce fichu jeu. Je suis entièrement d'accord avec vous. Nous sommes vraiment gouvernés par de véritables mafieux, que ce soit une von der Leyen ou, si l'on regarde une Christine Lagarde, la présidente de la BCE, la gardienne de notre argent. Elle a été condamnée définitivement pour plusieurs affaires de corruption. Et cette dame a quand même le droit de veiller sur notre argent, d'une certaine manière. C'est vraiment tellement bizarre. Si l'on prend un peu de recul et qu'on regarde toutes ces institutions que vous venez de décrire justement d'en haut, vous avez laissé entendre au début, d'une certaine manière, une dictature sanitaire. Il y a encore d'autres choses qui vont arriver, comme les règles sanitaires internationales. Comment doit-on imaginer cette étape? Parlons-nous d'1 à 2 ans, de 3 à 5 ans? Qu'est-ce qui nous attend dans le futur? Eh bien, je crains que nous allions vers plus d'observation et de surveillance. Cela se manifeste dans tous les différents progrès technologiques que l'on nous présente du moins comme des avancées. Les contrats de l'OMS, donc ces contrats pandémiques, vont aussi dans le sens du contrôle. Et il ne faut pas oublier que la majorité des projets de l'OMS sont des projets de vaccination. C'est pareil pour l'ONU, et ils font donc clairement partie de la mafia des vaccins, tout comme Gates, Rockefeller et le WEF. Et ils n'ont qu'un seul intérêt, c'est de pouvoir nous contrôler, nous surveiller et nous diriger. Et là, je crains que nous allions dans une direction que Orwell a décrite dans son livre 1984 ou Huxley dans Le meilleur des mondes. C'est-à-dire qu'il n'existe plus que la vérité de ce qui nous est raconté d'en haut. Nous devons obéir et nous soumettre. C'est une tendance qui est clairement visible et beaucoup de gens en parlent et écrivent à ce sujet. Je suis convaincu que ce n'est pas une fantaisie, mais que cela concerne le passeport électronique pour l'UE. Et à cela viendra s'ajouter un passeport vaccinal électronique. Et si l'on ne respecte pas les délais de vaccination prescrits, il est tout à fait possible que l'on vous bloque votre compte. Tout cela est déjà mis en pratique en Chine et nous ne devrions pas croire que la Chine est simplement avancée, mais plutôt qu'il s'agit d'un terrain d'expérimentation, ce qui nous concernera aussi si nous ne nous y opposons pas. Cela paraît très dystopique. Je me suis questionné sur le dossier patient ou le passeport vaccinal électronique, sûrement comme de nombreux téléspectateurs. Cela paraît d'abord positif et pratique d'avoir un stockage centralisé. Pensez-vous que les États ou toutes ces OMS et ces dictatures sanitaires iraient aussi loin? Vous avez cité la Chine. Comment cela fonctionne-t-il concrètement? Si je ne me fais pas vacciner à temps, je ne peux pas quitter la ville. Que signifie cela politiquement? Oui, on est forcé de faire ce qui est prescrit, et cela a bien sûr à voir avec l'argent, mais aussi, de manière très importante, avec le pouvoir. Si les gens savent qu'ils seront punis s'ils traversent la rue au feu rouge et que la caméra l'enregistre, alors ils ne le feront pas. Et si quelqu'un sait que s'il ne respecte pas son obligation de vaccination imposée par l'OMS, il devra peut-être payer des cotisations plus élevées à l'assurance maladie. Donc ici, le champ est très large pour prendre des mesures afin de maintenir les gens dans le droit chemin, c'est-à-dire en ce qui concerne ce qui rapporte beaucoup d'argent et de pouvoir. Monsieur Sters, que signifie cela concrètement? Qui décide lors du prochain état d'urgence? Les parlements nationaux ou les instances internationales que vous venez de mentionner? Parlons-nous maintenant de futures pandémies qui vont arriver tous les 2 ans. Comment doit-on se l'imaginer? Je pourrais dire, oui, vous avez raison. Il y aura des pandémies, car il y a déjà tout un tas de vaccins en préparation pour lutter contre ces pandémies. Donc, nous allons dans cette direction et en fait, nous n'avons d'autre choix que de résister en faisant pression sur notre gouvernement, c'est-à-dire nos députés, pour qu'ils ne laissent pas faire cela. Nous ne pouvons pas faire confiance au Parlement pour agir ici, car regardez le Parlement européen, ils n'ont aucun pouvoir. Ils approuvent toujours tout sans discuter, et ce sera pareil dans ce domaine, en ce qui concerne la politique de santé.
On promettra aux gens que tout cela est uniquement dans l'intérêt des patients et les parlements approuveront cela sans discuter. Et ensuite, on découvre, en lisant les petites lignes, ce que cela signifie vraiment. Et donc ici, parler d'une démarche démocratique, c'est de l'utopie. Cela n'existera pas tant que l'influence de la mafia des vaccins sera active ici, et cette influence risque même de s'accentuer. La mafia des vaccins cherche juste à s'enrichir, je comprends. Maintenant, il y a aussi d'autres voix qui disent oui, réduction de la population et ainsi de suite. En fait, le coronavirus a été une assez mauvaise expérience, parce qu'il n'y a pas eu autant de morts dans le monde que ce qu'on avait supposé au départ, n'est-ce pas? Cela dépend de la façon dont on voit les choses. Très peu de personnes sont mortes à cause du coronavirus, car nous savons que probablement la majorité des personnes décédées pendant cette période, qu'elles ne sont pas mortes du coronavirus, mais de toutes sortes d'autres causes, éventuellement avec le coronavirus, mais pas à cause du coronavirus. Et ceux qui sont morts dans le monde entier, on ne le sait toujours pas exactement aujourd'hui. Nous savons, c'est-à-dire, des statisticiens sérieux ont calculé qu'environ 17 millions de personnes sont mortes à cause de la vaccination. Dans le contexte global de la population mondiale, ce n'est pas beaucoup, mais surtout, il s'agissait de personnes qui, pour la plupart, étaient jeunes et ne méritaient absolument pas ce destin. Et on sait que des centaines de millions de personnes ont sacrifié leur santé, qu'elles souffrent de maladies graves et qu'elles ne peuvent plus exercer leur métier. Et là encore, ce sont principalement des jeunes, jusqu'à 50-60 ans, qui sont concernés, et pas seulement des personnes âgées. Et nous savons bien sûr aussi que les victimes du virus sont principalement des personnes d'environ 80 ans ou plus. Et c'est exactement cela. C'est exactement le groupe qui est tué par une épidémie de grippe sévère. Donc, je pense qu'on peut effectivement décrire ici un scénario très négatif, à savoir qu'il n'y a peut-être pas eu de réduction significative de la population. Mais nous n'avons pas encore tout vu. Nous savons désormais que des chercheurs renommés dans le domaine du cancer mettent en garde contre le fait qu'il y a constamment de nouveaux cas de cancer dont certains avaient déjà été guéris. Mais soudainement, ce qu'on appelle le turbocancer réapparaît, les ministres de la Santé responsables et ainsi de suite disent bon, que c'est n'importe quoi, mais les chercheurs en cancérologie et les médecins qui travaillent dans ce domaine le savent. Donc le turbocancer pourrait tout à fait avoir été causé par la contamination des vaccins avec des particules d'ADN. Qu'il y ait ici une suppression des mécanismes qui agissent contre le cancer dans le corps, de sorte que le développement du cancer soit favorisé. Ce n'est pas improbable, car nous savons aussi que chaque jour, dans notre corps, chez chacun de nous, des milliers et des centaines de milliers de mutations se produisent qui pourraient conduire au cancer, si les systèmes de défense de l'organisme ne fonctionnaient pas et si l'on endommage ces systèmes de défense par l'introduction non autorisée d'ADN. Il existe alors la possibilité qu'un cancer se développe ici et que cela persiste très longtemps. Oui, parce que l'ARN messager n'est pas immédiatement détruit dans le corps, mais il peut circuler dans l'organisme pendant des mois, voire plus longtemps. De même pour la protéine que cet ARN messager finit par produire, cette protéine spike. Cela peut errer dans le corps pendant des années et provoquer des inflammations partout dans l'organisme, et les inflammations peuvent être à l'origine du cancer. C'est donc l'aspect du cancer, nous ne savons absolument pas comment cela va évoluer dans les prochaines années, voire les prochaines décennies. Le deuxième problème est le suivant. On a constaté que dans tous les pays où la vaccination est très intensive, le taux de natalité y diminue. Et cela va clairement dans le sens d'une réduction de la population. Ce n'est pas un effet brutal qui se manifeste du jour au lendemain, mais même s'il a commencé insidieusement depuis des décennies, il devient maintenant beaucoup plus marqué.
Et je considère que c'est vraiment, oui, une situation très inquiétante. Il y a des courants politiques qui disent « Oui, c'est merveilleux. Nous sommes contents s'il y a moins de gens sur Terre, afin que le réchauffement climatique diminue. » Mais je pense que ce n'est pas la bonne direction. Je l'ai vécu de très près. 5 des meilleurs amis de mon père à Wuppertal, qui ont pris un principe actif, que ce soit AstraZeneca ou BioNTech, sont décédés. Ils sont vraiment allés à l'hôpital avec des symptômes grippaux. Après une semaine, ils étaient tous morts. Mon père pensait être le prochain. J'ai ressenti cette peur dans ma famille et chez mes amis proches. Des personnes ayant reçu ces super boosters, puis un autre, ont eu de graves malformations congénitales, même à la fin de la vingtaine ou au milieu de la trentaine. Ou alors, il y avait vraiment beaucoup de complications pendant la grossesse, ou bien l'enfant a passé des semaines en soins intensifs. J'ai vraiment observé cela à grande échelle, comme rarement auparavant. C'est exactement ce que vous venez de décrire. Et 17 millions de morts, chaque décès est de trop. Je me demande si de futures variantes pourraient devenir plus dangereuses, causant peut-être des centaines de millions de morts. Peut-on vraiment créer cela en laboratoire? Théoriquement, oui. D'un autre côté, nous savons bien sûr que plus le virus est virulent, c'est-à-dire plus il est mortel, plus la pandémie ou l'infection s'éteint rapidement, parce que si le parasite tue son hôte, il se tue lui-même par la même occasion. Donc, cela ne peut théoriquement être possible que si, dans le domaine de la recherche sur les armes biologiques, on crée effectivement quelque chose de massivement mortel et qui n'a plus rien à voir avec le développement naturel des virus. Les mutations qui sont apparues après le SARS-CoV-2, donc le virus du Covid, ont généralement été moins dramatiques, moins toxiques et dangereuses. Mais il y a aussi des immunologistes qui disent que si nous continuons à vacciner sans cesse et que nous poussons le virus dans ses retranchements, il pourrait alors développer des mutations nettement plus dangereuses. Mais cela reste pour l'instant une théorie, nous ne le savons pas. Et peut-être un mot sur ce que vous avez dit, à savoir que des personnes sont décédées ici alors qu'on ne l'aurait absolument pas imaginé. Cela a aussi à voir avec le fait que d'en haut, il a été interdit de traiter les patients à un stade précoce. Des préparations qui étaient sur le marché depuis des décennies, comme l'ivermectine et l'hydroxychloroquine, ont été interdites. Elles ne pouvaient être délivrées qu'à l'hôpital. Et les médecins qui ont dit que ces substances étaient efficaces ont précisé qu'il fallait les utiliser très tôt. Et ce que l'on a obtenu avec cette interdiction, c'est que lorsqu'on les utilisait ensuite chez des patients Covid gravement malades à l'hôpital, elles n'étaient plus efficaces. Ce qui a de nouveau été considéré comme une preuve que ces substances ne fonctionnent pas, et c'est infâme, ce n'est absolument pas vrai. En France, on a demandé aux gens de rester chez eux et d'éviter d'aller chez le médecin, mais je ne sais pas comment c'était en Allemagne. Prenez un produit contre les maux de tête et ainsi de suite. Et ce n'est que lorsque vous ne pouvez plus respirer que vous allez en soins intensifs. Et qu'est-ce qu'on a fait à ces gens en soins intensifs? Ils ont été en grande partie branchés à ces respirateurs artificiels et pour beaucoup de personnes, cela a été le coup de grâce. Donc ici aussi le système de santé. Donc, je ne veux pas dire les médecins, mais ceux qui devaient décider des mesures ont contribué au fait qu'il y a eu ici beaucoup de décès. Aux États-Unis, le nouveau ministre de la Santé, Kennedy, affirme vouloir tout révéler sur Fauci, les mensonges autour de la santé et la mafia des vaccins. Est-ce que c'est surtout du spectacle ou va-t-il vraiment révéler certaines choses? Donc, comment est-il perçu au sein de toute cette industrie pharmaceutique? Peut-être que tu es là à penser « ceux d'en haut sont responsables. L'État va bien s'occuper de ça pour moi d'une manière ou d'une autre. » Mais la question essentielle est « combien de temps veux-tu encore attendre pendant que d'autres décident à quoi ressemble ta vie ?» La vérité qui dérange, c'est que personne ne viendra te sauver. Et 2026 va tout accélérer pour tout le monde. J'ai travaillé des années dans le système, comme enseignant, comme fonctionnaire, comme employé, et j'ai compris ce qu'il faut changer pour ne pas rester coincé dans le système. C'est là que réside ta chance. Si tu es prêt à faire le ménage en toi et à comprendre pourquoi l'argent reste compliqué pour beaucoup, même s'ils font tout correctement. Si tu veux reprendre le contrôle et dormir plus sereinement le soir,
Alors nous t'invitons. Samedi 7 mars à 11 heures, Balthazar Becker et moi parlerons de la façon dont tu peux passer pas à pas de l'impuissance à la liberté financière. Et tout cela, non pas avec de fausses promesses rapides, mais avec clarté, structure et un chemin qui te rend libre intérieurement et financièrement. Le webinaire est gratuit. Le lien se trouve en bas dans la description. Si tu ne veux pas simplement regarder en 2026, alors prends une décision dès maintenant. Alors, à ce sujet, j'ai justement vu une vidéo intéressante hier, une vidéo avec Monsieur Burla, le patron de Pfizer. Cet homme est vétérinaire et a un passé scientifique. Mais il est ensuite très vite devenu un excellent gestionnaire financier qui veut amener son entreprise sur la voie de nouvelles thérapies et de nouveaux marchés par tous les moyens. On lui a demandé « Qu'est-ce qui doit être changé dans le système de santé des États-Unis ?» Et la réponse a été le ministre de la Santé. Cela signifie que Kennedy est pour lui un énorme obstacle car il essaie, entre autres, de ramener les vaccinations à un niveau raisonnable. Il a déjà réussi à faire en sorte que ces vaccinations massives soient déjà réduites chez les nouveau-nés, et Trump a aussi soutenu cela très clairement. Cela signifie qu'il est un obstacle, il est carrément l'ennemi de l'industrie pharmaceutique. Et je ne peux qu'espérer qu'il ne subisse pas le même sort que son oncle et son père, que la soi-disant mafia des vaccins ne l'élimine pas parce qu'ils gâchent leur business. Votre livre, Monsieur Sterckx, a fait l'effet d'une bombe. Il a maintenant été traduit dans de très nombreuses langues. Pourquoi ce livre résonne-t-il autant auprès des gens dehors? Oui, les gens ont en tout cas vécu cette période. Beaucoup l'ont ressenti comme une troisième guerre mondiale, avec énormément de victimes, et pas seulement des victimes physiques. Mais ils ont aussi perdu leur liberté, ils n'avaient plus le droit de se réunir, de boire un café dehors, d'aller au théâtre, et bien d'autres choses encore. C'était comme en temps de guerre. Et les gens veulent retrouver la normalité, et ils souhaitent que ceux qui en sont responsables soient tenus pour responsables. Et je considère que c'est un argument et un objectif absolument raisonnable et légitime. Et il me semble que l'examen de ce gigantesque scandale sanitaire mondial est d'une priorité absolue pour beaucoup de gens. Mais il faut s'y prendre correctement. Je donne des exemples dans mon livre, par exemple comment les victimes de la vaccination, avec leurs avocats, peuvent prouver que des crimes ont été commis en n'examinant pas correctement les médicaments et en prenant ensuite les mauvaises mesures. S'ils vont au tribunal de cette manière et peuvent prouver que leurs souffrances et leurs effets secondaires proviennent de la vaccination, alors ils ont des chances d'obtenir une indemnisation, car jusqu'à présent, malheureusement, ces personnes se voient tourner le dos. La politique leur a promis qu'en se faisant vacciner, ils se sauveraient eux-mêmes ainsi que leurs voisins et leurs familles, et qu'ils devaient se faire vacciner. Mais ensuite, et ils ont promis qu'en cas d'effet secondaire, une aide réelle serait apportée. Et ensuite, on tourne le dos aux gens et on leur dit « Non, non, tu as un long Covid, tu n'as pas de syndrome post-vaccinal. » Et je trouve cela tellement perfide et méchant que beaucoup de gens ressentent le besoin, non pas de se venger, mais de faire en sorte que ces personnes soient au moins indemnisées de manière appropriée pour des dommages qui réduisent clairement leur qualité de vie. Beaucoup de jeunes ont dû interrompre leur formation et ne peuvent survivre qu'en restant toute la journée au lit. Je trouve cela terrible. Et dans mon livre, j'ai aussi donné quelques exemples, mais ces exemples sont innombrables. Mais cela n'est pas rendu public, car cela perturberait évidemment le récit habituel. Ces personnes sont marginalisées afin qu'elles ne soient pas visibles. Et ainsi, on peut éventuellement orienter la population qui ressemble finalement à un troupeau de moutons qui tourne de manière à pouvoir la diriger plus facilement dans la bonne direction. L'Ukraine est abstraite, Gaza est abstraite, le Groenland est abstrait. Mais le coronavirus a vraiment eu un impact très concret sur la vie de beaucoup de personnes dehors. Et oui, nous avions déjà souligné que nous avons ici, en Allemagne, une culture de débat toxique.
Les politiciens se dérobent. Est-ce que cela existe aussi à l'international? Peut-être quelques exemples réjouissants de certains dirigeants politiques qui se présentent simplement devant la caméra et disent « Eh, là, nous nous sommes complètement trompés. Je suis désolé. » Je pense que rien que cette déclaration permettrait déjà de relâcher énormément de pression. Parce que j'ai l'impression que depuis le Covid, les gens ont vraiment subi un choc profond et ne l'ont jamais vraiment surmonté. Vraiment, ils traversent le monde comme des personnes traumatisées. Les responsables ne se tiendront jamais devant nous pour dire « nous nous sommes trompés, ce que nous avons fait était une erreur », parce qu'ils seraient alors responsables et on pourrait les juger. Il y a beaucoup de politiciens qui ont reconnu que des dommages ont été causés ici et qu'ils se sont vraiment trompés, mais ce ne sont pas les responsables, oui. Et il y a aussi énormément de médecins comme Peter McCulloch qui se présentent constamment devant les comités concernés, y compris devant le Congrès et d'autres instances, pour dire la vérité. Et ce médecin a été diffamé dès le début, mais il ne s'est pas laissé abattre. Et c'est exactement la même chose ici en Allemagne, avec Bhakti, Wodarg, Ockerts et d'autres. Et à ces hommes, j'exprimerai le plus grand respect, car ce sont en quelque sorte des héros. Tout comme les médecins qui ne se sont pas laissés abattre, qui ont fermé leur cabinet et délivré de faux certificats de vaccination, ils ont résisté. Et ce sont les phares dans cette période relativement sombre à qui l'on devrait vraiment accorder une place d'honneur. Vous l'avez très bien dit et je respecte beaucoup ces messieurs que vous avez mentionnés. On pourrait supposer chez eux. Monsieur Sters, vous avez travaillé 7 ans chez Pfizer. Vous avez bien rempli vos poches et maintenant vous êtes un peu celui qui salit son propre nid. Parce que vous publiez en quelque sorte un livre sur le secteur qui vous a auparavant nourri d'une certaine manière. Qu'est-ce qui a été pour vous personnellement le déclencheur, le moment où vous vous êtes dit « jusqu'ici et pas plus loin ». Cela ne correspond pas à mes valeurs morales. J'ai quitté Pfizer en 2008 et ce, en bons termes, même si ce n'était pas agréable de devoir fermer mon centre de recherche. Pour des raisons stratégiques et financières, Pfizer a alors décidé de fermer plusieurs centres car ils avaient racheté d'autres entreprises. Il y avait donc un excès de personnel et de structure, mais ce n'est pas la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. La raison, c'est qu'en 2020, tout comme vous, j'ai été très étonné par ce qui nous est arrivé. Et lorsque, en 2021, j'ai vu les dossiers d'autorisation de Pfizer et BioNTech, j'ai été vraiment choqué, car ce à quoi je m'attendais en tant que toxicologue au vu de ma carrière, cela n'existait tout simplement pas. 2 études ont été menées sur des rats, alors que le rat n'est pas un animal approprié pour ces essais, et elles ont été réalisées avec des méthodes minimales, de sorte que les conclusions de ces études ne sont absolument pas pertinentes pour la sécurité chez l'homme. Et sur cette base, en n'ayant même pas réalisé toute une série d'examens importants, là j'étais horrifié et je me suis dit que je devais avertir ici. Au début, j'ai fait cela dans le cercle de ma famille, de mes connaissances et de mes anciens collègues. Mais c'était comme la voix d'un prophète dans le désert. Personne ne voulait l'entendre, même ma femme s'est fait vacciner. Et là, après 2023, je me suis dit que je devais d'une manière ou d'une autre élargir mon réseau en écrivant un livre. Et seulement grâce à un tel livre, et maintenant grâce à des interviews avec vous et vos semblables, je peux atteindre une audience qui amènera peut-être un grand nombre de personnes à réfléchir avant de se faire vacciner la prochaine fois et avant de céder au chant des sirènes, de croire les politiciens. J'ai l'espoir que je pourrai tout de même toucher un nombre relativement important de personnes et je ne suis pas seul dans cette démarche. Les personnes que j'ai mentionnées publient aussi des livres et essaient de mettre fin à cette folie des vaccins à ARN messager. Fait intéressant, Kennedy a promis que ces vaccins ne seraient plus à l'ordre du jour. Mais étonnamment, il a ensuite déclaré que les vaccins déjà existants étaient des vaccins réguliers.
On pourrait appeler cela un recul, mais c'est peut-être une très bonne stratégie, car maintenant, ce n'est plus l'État qui est responsable des effets secondaires, mais tout cela est désormais imposé aux médecins. Et aujourd'hui, le médecin va réfléchir à 2 fois avant de continuer à vacciner ses patients, car il pourrait alors être responsable des dommages qui surviennent. Et cela pourrait faire s'effondrer toute cette campagne de vaccination parce que plus personne ne voudra se faire vacciner et parce que les médecins ne seront plus prêts à vacciner. C'est tout à fait un espoir. Pour conclure, Monsieur Sters, 3 recommandations d'action très concrètes. Le mieux serait d'être positif afin d'acquérir de la souveraineté dans ce monde très agité, fragmenté et fou qui nous entoure. Vous aviez déjà terminé sur une note très pleine d'espoir. Oui, j'aurais peut-être dû m'arrêter là. Je ne sais pas si ce que je vais dire suscitera de l'espoir. Je crois que nous sommes sur la bonne voie pour réveiller les gens et nous devons veiller à ce que ces personnes, que les gens restent vigilants. Vigilance face à la direction du monde dystopique que Orwell a décrit. Que nous ne nous laissions pas imposer tous ces nouveaux gadgets merveilleux avec lesquels l'homme peut être merveilleusement surveillé. Et nous devons arrêter ce traité sur la pandémie au niveau politique. Deuxièmement, nous ne devrions plus croire les promesses des politiciens. C'est déjà ce que mon père a dit il y a longtemps. Nous venons encore de vivre que nous sommes submergés de mensonges et que ces gens ne sont pas tenus pour responsables. Nous ne devrions donc plus croire ces gens aussi facilement. Nous devrions veiller à ce que ces crimes liés au coronavirus soient examinés et que les responsables soient également tenus pour responsables. Cela n'est possible que si nous sommes tous solidaires et que nous travaillons dans cette direction. Cela peut se faire par des publications, par des discours et par l'influence sur les hommes politiques. Il y en a 3, j'aimerais bien en avoir un 4e. Nous ne devrions pas perdre confiance en nos médecins. Et cela implique que nous assumions aussi notre propre responsabilité en matière de santé, en incitant nos médecins à abandonner la médecine expéditive de 3 minutes, à poser de vrais diagnostics et à ne prescrire que les médicaments strictement nécessaires. Et ainsi, nous parviendrons à une politique de santé globale, à un traitement tel que proposé par Hippocrate il y a déjà 2000 ans. Cela nous rendrait un immense service à tous. Et Dieu merci, j'ai un médecin ici, un généraliste, qui prend le temps pour nous afin de faire ce qu'il faut. Mais la plupart du temps, nous sortons quand même du cabinet avec une liste de médicaments. Et il faudrait essayer de réduire cela, non pas pour détruire l'industrie pharmaceutique, car l'industrie pharmaceutique a beaucoup de tâches à accomplir. C'était vraiment de très belles paroles de conclusion et je ne peux qu'être d'accord avec votre père. C'est vraiment un conseil très très sage. Je le dis toujours ici sur la chaîne. Ne croyez ni à un côté, c'est-à-dire à ceux qui se présentent un peu comme des révolutionnaires, ni à l'autre côté, qui est ultra politiquement correct, et qui ont toujours un balai dans le derrière, mais faites-vous confiance. Nous vivons une vraie révolution de la conscience. Si vous voulez vraiment prendre des risques aujourd'hui, prenez vos responsabilités. La responsabilité individuelle est le véritable acte de rébellion. Et je trouve que tous les récits mensongers ou tous les récits des dernières décennies, tout finit par remonter à la surface d'une manière ou d'une autre. Tout le récit, que ce soit la démocratie, la liberté, les médias, la politique, l'argent, l'école, tout ce qui est dehors est remis en question d'une manière ou d'une autre. Cela veut dire que nous sommes actuellement vraiment dans l'une des meilleures phases pour prendre véritablement nos responsabilités. Et c'est pourquoi j'ai trouvé ces idées vraiment magnifiques. J'ai trouvé que cette conversation m'a vraiment beaucoup apporté et elle apportera beaucoup à notre communauté. Nous allons mettre le lien vers la conversation ou le livre ci-dessous. Un grand merci d'avoir pris le temps, Monsieur Sters, et je vous souhaite, à vous et à votre famille, tout le meilleur. Merci beaucoup à vous aussi, et peut-être un jour si nous voyons que tout cela a porté ses fruits. Merci, bonne journée à vous, encore merci.